Cette histoire relève davantage de l'expérience d'Airbeck, mais elle s'est néanmoins déroulée lors d'une soirée pyjama. Elle a eu lieu à Alton, une petite ville de campagne en Angleterre. Cette ville n'a pas grand-chose à offrir aux jeunes qui y grandissent, ce qui pousse beaucoup d'entre eux, comme moi, à se livrer à des activités plus ou moins répréhensibles pendant leur temps libre, souvent à l'insu de leurs parents. Je ne suis pas quelqu'un qui s'effraie facilement, mais cette expérience m'a bouleversée pendant un mois entier. Je m'en souviens aussi clairement que si c'était hier. C'était un vendredi. Mon ami, que j'appellerai Jack, m'a demandé en cours de maths si je voulais faire une soirée pyjama chez lui ce week-end. J'hésitais au départ, car je n'étais pas vraiment fan de ce genre de choses, mais il a fini par me convaincre en me parlant d'un hôpital abandonné à explorer dans la forêt. L'idée m'a immédiatement emballée, car j'étais passionnée par tout ce qui touche à l'horreur, et j'avais déjà entendu parler de cet hôpital abandonné dans une vidéo de Mr. Nightmare. L'idée d'y aller m'avait déjà traversé l'esprit, puisque je vivais dans la même ville, et c'était là l'occasion rêvée. Bien sûr, j'ai accepté. Jack m'a alors donné rendez-vous chez lui à midi le samedi. Après une journée fatigante, je suis rentrée chez moi et j'ai fait quelques recherches supplémentaires sur cet hôpital abandonné. Il s'appelait le Robertson House. En faisant défiler les résultats, je suis tombée sur d'autres vidéos YouTube de créateurs explorant l'hôpital, ce qui m'a surpris. L'une d'elles expliquait que cet endroit avait été utilisé pour soigner les soldats britanniques revenus de la guerre des Boers en Afrique du Sud. Il avait ensuite rouvert en 1908 et servait de centre de traitement pour les enfants atteints de tuberculose. Pour une raison quelconque, il a été fermé et vendu en 2001. Depuis, des histoires de phénomènes paranormaux circulent sur Internet. Des voix d'enfants résonnant dans les couloirs, des bruits sourds et des coups frappés contre les murs. J'ai toujours été sceptique vis-à-vis du paranormal, alors je n'y ai pas prêté plus d'attention. Le lendemain après-midi, j'ai rejoint Jack chez lui et nous avons rapidement dîné, à peine capable de contenir notre excitation. Avant de partir, nous avons dit à la mère de Jack que nous allions seulement au centre-ville et que nous ne serions pas absents plus de quelques heures. Elle hocha la tête et nous nous sommes mis en route vers l'hôpital. Après 20 minutes de marche, nous sommes arrivés à la lisière de la forêt menant au domaine de l'hôpital. L'endroit était calme et isolé. Tandis que les brindilles craquaient sous nos pas, nous avons tous les deux remarqué à quel point le silence était soudainement oppressant. Malgré la présence de mon ami, un sentiment de malaise m'envahit dès que nous avons pénétré dans ces bois. J'espérais entendre à tout moment le chant des oiseaux, le bruissement des feuilles ou le vent souffler à travers les arbres, mais ce vœu ne s'est jamais exaucé. C'était comme si toute vie avait cessé d'exister dans cette zone. Je commençais presque à regretter ma décision, mais j'ai continué en restant sur mes gardes jusqu'à ce que nous apercevions enfin les hautes briques que j'avais vues dans les vidéos YouTube. De l'herbe haute et des mauvaises herbes recouvraient la moitié inférieure du bâtiment, et toutes les fenêtres étaient condamnées par des planches, recouvertes de graffitis. Sauf une. C'était comme une scène tirée de la série The Haunting of Hill House. Jack marcha devant moi, en voyant que je perdais confiance. Il me montra l'entrée et désigna la seule fenêtre qui n'était pas obstruée. Il escalada le premier, faisant attention à ne pas se couper, puis je le suivis. Nous restâmes un instant près de la fenêtre pour préparer les lampes torches de nos téléphones, avant d'avancer lentement dans le couloir sombre. Je remarquai encore plus de graffitis sur les murs, ainsi que des œufs d'araignée suspendus aux encadrements de portes. Jack les montra du doigt et plaisanta. « Tu ne veux surtout pas en éclater un ?» J'étais bien trop terrifiée pour rire. Nous avons ensuite remarqué une porte entr'ouverte dans le couloir. Je pointai ma lampe torche vers l'ouverture et Jack me mit au défi d'entrer dans la pièce sans mon téléphone. Je refusai catégoriquement. « Si quelqu'un doit y aller seul, ce sera toi, » lui dis-je. Il accepta, non sans me traiter de lâche. Je l'observai avec nervosité alors qu'il s'approchait de la porte, l'ouvrait complètement et éteignait la lumière de son téléphone. Son ombre disparut lentement dans la pièce. Un silence glacial s'installa. J'attendais à l'extérieur, le téléphone fermement serré dans mes mains, songeant à l'appeler pour écourter cette folie. Soudain, Jack hurla. Je détectais une peur authentique dans sa voix. Il ne plaisantait pas. Je me précipitai à l'intérieur et le trouvai au centre de la pièce, figé, fixant le sol à ses pieds. Son dos était tourné vers moi. « Qu'est-ce qu'il y a ?» lui demandai-je. Quand il leva les yeux vers moi, je vis la terreur pure dans son regard. Il me fit signe de regarder par moi-même. Mon sang se glaça. À quelques centimètres de ses pieds, une pile de carcasses d'oiseaux était empilée les unes sur les autres. Certaines étaient anciennes et en décomposition, d'autres semblaient fraîches. C'est alors que nous entendîmes un bruit assourdissant, comme des sabots martelant le sol au-dessus de nos têtes. Jack et moi nous regardâmes, réalisant que nous avions tous les deux entendu la même chose. Puis nous nous sommes rués vers la sortie. Alors que je passais devant l'escalier, Jack s'exclama. « Hé, je veux quand même voir ce qu'il y a là-haut. Tu as perdu la tête ? Je sais que tu as entendu ces bruits aussi.
Il pourrait y avoir un squatter là-haut. » Il m'ignora et cria. « Y a quelqu'un ? On ne vous veut aucun mal !» Un silence pesant lui répondit. Il posa le pied sur la première marche. Elle grinça sinistrement. Mon anxiété monta d'un cran à chaque pas qu'il faisait. « Ne monte pas là-haut seul !» lui lançai-je. « Ces escaliers vont s'effondrer si tu continues. »« Reste là !» me répondit-il. « C'est une idée stupide. Je vais t'attendre dehors. » Il hocha la tête et disparut. Je regagnai la fenêtre par laquelle nous étions entrés et m'extirpai prudemment du bâtiment. 1 minute s'écoula. Puis j'entendis un bruit de course précipité venant de l'intérieur. Jack surgit par la fenêtre comme une furie. Avant que je ne puisse poser la moindre question, il cria « Cours !» Nous avons couru plus vite que jamais, le cœur battant à tout rompre. Arrivés au centre-ville, nous reprîmes notre souffle. Jack me raconta qu'en haut de l'escalier, il avait vu une pièce dont la lumière filtrait sous la porte. En l'ouvrant, il découvrit un immense pentagramme dessiné sur le sol, entouré de bougies. Quand il recula dans le couloir, des silhouettes encapuchonnées le fixaient à l'autre bout. C'est à ce moment-là qu'il a décidé qu'il était temps de fuir. Nous n'en avons jamais parlé à personne. Cette expérience me glace encore le sang. Qui étaient ces gens ? Un culte caché dans les bois ? Je n'ai pas besoin de connaître la réponse. Je reste loin de cette forêt, et je vous conseille d'en faire autant. J'avais environ 10 ans. J'avais été invitée pour la toute première fois à une soirée pyjama chez une amie. Appelons-la Abby. Elle habitait assez loin de chez moi, donc chaque fois qu'on passait du temps ensemble, c'était une occasion spéciale. Je venais à peine de commencer à avoir assez de courage pour dormir chez d'autres personnes, et comme Abby était l'une de mes plus anciennes amies, cette soirée faisait un peu office de test. Voici un peu de contexte sur la famille d'Abby. Elle est la plus jeune de 4 enfants. Son grand frère, de 10 ans notre aîné, est atteint d'autisme assez sévère et vit toujours à plein temps chez leurs parents. Il a toujours été imprévisible, et en tant que petite fille de 10 ans, je ressentais souvent une certaine nervosité en sa présence. Nous étions 3 filles à la soirée pyjama. Nous avons décidé de dormir au rez-de-chaussée de la maison pour pouvoir veiller tard et regarder des films. J'avais choisi de dormir sur un canapé, placé perpendiculairement à un mur de fenêtre qui donnait sur le jardin. Les 2 autres filles partageaient un matelas au sol. On avait mis un DVD, mais on s'est tout endormi pendant le film. Dormir ailleurs qu'à la maison n'a jamais été facile pour moi. Je me réveille souvent en pleine nuit. Parfois même, je n'arrive pas à dormir du tout. Cette nuit-là en faisait partie. Au bout d'environ 2 heures, quelque chose m'a tiré du sommeil. Quand j'ai repris conscience, j'ai été immédiatement ébloui par la lumière vive de la télévision. Une fois que mes yeux se sont habitués à la clarté, j'ai remarqué quelque chose dehors. Quelque chose qui n'était pas là avant. Il y avait quelqu'un assis sur l'une des chaises de la terrasse, et cette personne avait tourné la chaise de façon à nous faire face directement, comme s'il nous observait dormir. Il ne semblait pas avoir remarqué que j'étais réveillée, mais moi, je le voyais, et mon cœur s'est emballé. Je suis restée parfaitement immobile, les yeux fixés sur lui. Il faisait sombre, mais je pouvais clairement deviner qu'il nous regardait attentivement, et qu'il souriait. Terrifiée, je l'ai observé encore quelques minutes, puis je me suis tournée vers le coussin du canapé, fermant les yeux aussi fort que possible. Le temps a passé. Je ne saurais dire combien de minutes, puis j'ai trouvé le courage de jeter de nouveau un coup d'œil. Il avait disparu. Encore aujourd'hui, je n'ai aucune idée de qui était cet homme, ni comment il avait pu entrer dans le jardin d'Abby, s'installer sur une chaise de la terrasse et nous regarder dormir en pleine nuit. Mais l'image de lui, assis là, avec ce sourire inquiétant, me hante encore. J'ai d'abord cru que ça pouvait être son frère, mais d'après ce que j'ai vu, cet homme avait les cheveux foncés et les yeux sombres, tandis que le frère d'Abby a les cheveux blonds et les yeux bleus. Ils ne se ressemblaient absolument pas. Heureusement, on s'est toutes réveillées en un seul morceau le lendemain matin. Mais c'est la dernière fois que j'ai dormi chez Abby. J'avais 11 ans lorsque cela s'est produit. C'était le week-end et j'étais censée le passer chez mon amie. Pour la petite fille que j'étais, c'était une perspective très excitante après une semaine chargée de devoirs. J'allais passer la nuit du vendredi chez elle et y rester toute la journée du samedi avant de rentrer chez moi en soirée. Ce qui rendait cette soirée encore meilleure, c'était que ses parents devaient assister à un événement incontournable et nous faisaient confiance pour rester seuls dans leur maison à 2 étages pendant les 6 heures de leur absence. Pour nous, être seuls une nuit entière était une idée formidable. Aucune surveillance, 6 heures tout entières à regarder des films et jouer sur leur énorme télévision. Mais mon amie, Sid, avait d'autres plans. Je suis arrivée chez elle aux alentours de 20 heures.
Il faisait déjà nuit et ses parents m'ont attendu avant de nous donner les numéros d'urgence, des instructions sur le repas et quelques rappels. Ils nous ont notamment dit de rentrer leur labrador de 4 ans, Shaggy, avant une certaine heure, car de la pluie était prévue et son chenil avait quelques panneaux détériorés qui laissaient passer l'eau. Une fois leurs parents partis, nous avons regardé quelques émissions, dîné, puis joué aux cartes dans le salon. C'est alors que Sid a eu l'idée géniale d'explorer un terrain clôturé situé à quelques rues de là. C'était un espace envahi par la végétation et les mauvaises herbes. Nous avons rentré Shaggy à l'intérieur, pris les clés et quitté la maison pour cette excursion de 10 minutes. Il devait être environ 22 heures. En rétrospective, nous avions encore une chance d'éviter ce qui allait suivre. Mais comme les enfants curieux et intrépides que nous étions, nous avons ignoré toute prudence et avons continué. Arrivés sur place, nous avons escaladé la clôture délabrée par endroits, facilitant notre passage. Une fois à l'intérieur, Sid a proposé un jeu. S'asseoir à quelques mètres l'une de l'autre et tenir le plus longtemps possible avant que l'une de nous ne cède à la peur. Nous avons reculé jusqu'à ne plus voir que nos silhouettes dans l'obscurité. 10 minutes se sont écoulées, puis j'ai vu Sid se lever brusquement et accourir vers moi. Elle sautait par-dessus les rochers et les débris avec une rapidité inhabituelle, se griffant aux ronces. Juste au moment où j'allais la taquiner pour avoir eu peur, elle m'a dit qu'elle devait nourrir Shaggy. J'étais confuse car je savais que ses parents avaient déjà rempli sa gamelle, mais en voyant son visage livide, j'ai compris que quelque chose clochait. Sans poser de questions, j'ai accepté et nous avons quitté le terrain à toute hâte. Dès que nous avons atterri de l'autre côté de la clôture, Sid m'a attrapé par le bras et nous avons couru à en perdre haleine jusqu'à chez elle. Elle m'a ensuite demandé de déverrouiller la porte pendant qu'elle verrouillait la grille métallique. Une fois à l'intérieur, elle a couru verrouiller toutes les fenêtres et fermer les rideaux. Même Shaggy semblait dérouté par son comportement. Après une dizaine de minutes, elle m'a enfin expliqué ce qui l'avait terrifiée. Alors que nous étions assises sur le terrain, elle avait aperçu une silhouette tapie dans les buissons, à quelques mètres de moi. Elle avait d'abord cru halluciner, jusqu'à ce que la chose rampe légèrement plus près. Ne voulant ni me paniquer ni alerter cette présence qu'elle avait repérée, elle avait inventé l'histoire du chien pour nous éclipser discrètement. Juste au moment où nous commencions à nous calmer, Shaggy s'est mis à grogner vers la porte d'entrée. Nous avons pensé qu'un animal errant était passé devant la maison et avons décidé de jeter un coup d'œil depuis le balcon de la chambre. Ce que nous avons vu nous a glacé le sang. Dans la lumière tamisée, nous avons distingué un homme dans le jardin, vêtu de couches de vêtements en lambeaux et arborant les cheveux hirsutes. Avant que nous puissions réagir, la poignée de la porte d'entrée s'est mise à trembler, comme si quelqu'un essayait de l'ouvrir. Puis il a commencé à faire le tour de la maison, vérifiant les fenêtres. Sid s'est alors figée. Elle avait oublié de verrouiller la porte de la cave extérieure. Si l'intrus y accédait, il ne lui resterait qu'une simple serrure fragile à forcer pour entrer dans la maison. Elle a pris une décision risquée. Sortir en silence pour verrouiller cette porte avant que l'homme n'y arrive. Tandis qu'elle contournait la maison, je retenais mon souffle. Puis, au moment où elle a verrouillé la cave, la porte extérieure a été secouée violemment. Elle était arrivée juste à temps. Nous sommes remontés sur le balcon et avons observé, tremblante, l'homme qui, après une étrange crise de rire, s'est mis à ramper dans l'herbe avant de disparaître dans la nuit. Nous n'avons jamais osé en parler à nos parents, mais encore aujourd'hui, cette nuit me hante. We travel to the north. Oh, we go. Is the first one? This one? Legion Shard? I guess I will go with the children. Mostly so he gets the children to sacrifice. So one of my demons will summon children and then sacrifice the children. What should we name the demon that does that? It's this demon over here. You see this? The little guy or girl over there? It has like many tentacles. No, we already have a Bob, huh? Wait. I do like that demons and angels in Diablo are strictly good versus bad. Well, no, I would say that the demons are definitely bad. It's just that their archangels can be such bitches.
that you kind of start cheering for the bad side a little bit, you know? Blessed Escala. But the demons, I wouldn't say that they are good. I would say that Lilith's tits are good. They're so strictly good that they're assholes about being good. But the thing is, are they good when they don't help humanity? When we're being, like, literally being torn apart by fucking demons? Oh, somebody's giving birth on this bridge! Push! Yeah. Malthael was also another little bitch. Did anyone else make it? We're it, Captain. But the drowned are nothing. Then everyone catch your breath. We're finishing this. Yeah, Cormico, they are freaking assholes. But here's the thing though, they would get their fair share of fighting demons. So where the fuck were the angels when I killed Diablo 1 in Diablo 1 and then Diablo again and Mephisto and Bao in Diablo 2? No angel was around to actually help me. Only Tyrael cared to be there for me. The other archangels like, oh, angels this, angels that, and strokes their own cocks, but actual things we don't see. Where's the amphitheater? Fucking idiots. Steve! Angels do nothing. That's the point, though. So in spite of the evilness of the demons, at least sometimes they're likable, like Lilith. Steve, Bob. I never call for Bob. I should call for Bob. When I'm dying, Bob is actually really good. Yeah, Hostitute. Except that in Diablo 3, the angels weren't around before the attack on heavens either. The angels in this universe are kind of like the equivalent of the absent father. Or absent mother. You'd say that humanity has daddy and mommy issues. Yeah, but they're very absent. Yeah, Wave, I understand that Lilith and Inarius. Well, actually, Lilith did not birth the Nephilim. It was Inarius. We discussed that the last... I died? No! Fuck. Sorry, guys. Well, if I die, I'll take you with me! Yeah. What did you miss? We were talking about demons being our absent daddies. Angels are like seahorses? Yes. Exactly. For those of you who don't know, seahorses are the ones that give birth. Where is this amphitheater? Ancients, I see all. Amphitheater! Amphitheater? Yes, Inarius is the father, Lilith is the mother, but Inarius is the one who gave birth to humanity because angels are like seahorses, Wave. Are you paying attention? Gosh. I read the books. Hello? Where's the red hole? Reverse mermaids?
I wish that the angels in Diablo, they were like the biblically accurate angels. Because then they would fit the demons a little bit more, you know? Instead, they're those very cool, badass looking angels. But I don't think they're cool enough to deserve such a cool look. Except Churio. Except he's